Le consommateur aujourd'hui, il est en train de muter, il devient extrêmement exigeant, il faut savoir le capter, on ne peut plus le capter avec les mêmes méthodes qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Faire juste des boutiques retail et espérer que les consommateurs vont venir, vous perdez une partie des consommateurs qui ne vont jamais passer par vos boutiques retail, qui vont vouloir aller dans des boutiques multimarques, qui vont aller sur des marketplaces, etc. Donc pour moi, la part du digital dans la conscience et dans la prise de conscience plutôt des marques fashion, luxe, ce n'est plus juste un complément, c'est une vraie stratégie à mettre en place et qui ne se limite pas uniquement à un site internet qui doit s'étendre à tous les canaux de distribution qui vont apparaître sur le digital. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple. Vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans un contexte où le digital transforme profondément le secteur du luxe, les acteurs de cette industrie se retrouvent face à de nouveaux défis. Répondre aux attentes de clients de plus en plus connectés et exigeants, offrir une expérience d'achat personnalisée et exclusive en ligne et préserver l'essence même de leur marque fondée sur l'excellence et la rareté. Les évolutions technologiques permanentes, l'usage des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle ne fait qu'intensifier ces enjeux, rendant la frontière entre luxe traditionnel et expérience digitale plus perméable que jamais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une figure emblématique de cette transformation, Dia Eliacoubi Bouriez. Forte d'une carrière marquée par son audace et sa vision stratégique, Dia a repris il y a 4 ans la marque Monnier Paris, reconnue comme la destination numéro 1 pour les accessoires de mode et de luxe pour la génération Z, la fameuse Gen Z, avec des marques de prestige telles que Burberry, Jacquemus ou encore Balenciaga, et une promesse de livraison rapide dans le monde entier. Entrepreneuse engagée, stratège avisée, Dia a su insuffler une dynamique nouvelle à Monnier Paris, repositionnant la marque dans un univers où exigence, personnalisation et service premium sont au cœur de l'expérience client. Son parcours révèle une capacité à anticiper les évolutions du marché et à saisir les opportunités pour propulser les marques qu'elle dirige. Durant cet épisode, nous explorerons d'abord ce parcours inspirant pour mieux comprendre le profil de cette entrepreneuse visionnaire. Ensuite, nous plongerons dans sa vision du marché du luxe en abordant les dynamiques actuelles de l'offre et de la demande, ainsi que les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs du secteur. Nous examinerons ensuite la proposition de valeur de Monnier Paris, comment cette marque adresse-t-elle son marché et se distingue-t-elle dans un environnement très concurrentiel. Enfin, nous conclurons sur les aspects relations clients, data, CRM, acquisition et fidélisation pour découvrir comment Monnier Paris cultive une relation durable et privilégiée avec sa clientèle. Mais avant de commencer, Dia, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Merci. Bonjour, je suis Dia Eliacoubi Bouriez. Je suis... T'as fait quoi comme étude ?
On va commencer par le début. Je suis ingénieure, voilà. Ingénieur. Donc c'est pour ça que quand souvent on parle du luxe, on oublie l'aspect ingénieur. Je suis ingénieure de formation. J'ai passé ma vie à faire des télécoms, du développement, de l'informatique, Télécom Paris. Télécom Paris. Voilà. Et en sortant de Télécom Paris, évidemment, très rapidement, on se dirige vers des carrières dans les télécoms. Et ça tombait très bien parce que c'était la période de la déréglementation des télécoms en 97. Ouais. Donc c'était un chamboulement comme on a pu le voir avec l'arrivée de l'Internet. Et puis aujourd'hui, on est un peu dans les prémices aussi de cette révolution de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ce sont des sensations qu'on a, quand on les a vécues, on les ressent. Voilà, donc c'était au moment où il y a eu cette révolution de l'Internet, la déréglementation des télécoms. Et c'était un moment assez intense parce qu'il a fallu quand même reconstruire le marché des télécoms en Europe. Jusqu'à ce moment-là, c'était relativement sous monopole par les opérateurs historiques. Et très rapidement, il y a eu l'émergence de beaucoup de start-up, mais c'était des gros opérateurs télécoms. Et le marché, après, s'est restructuré. Donc, c'était assez fascinant parce qu'il fallait construire des réseaux, il fallait construire des applications, il fallait construire des métiers, il fallait construire des solutions pour les clients, éduquer les clients. Et tu voilà, l'as fait je l'ai fait au tout départ. Je l'ai fait d'abord dans une grande maison qui était Bulle. Donc j'ai appris à coder, j'ai appris en tout cas à mener des projets avec beaucoup d'enjeux. Comme par exemple, j'avais participé à la solution ou à l'application qui gérait les pages jaunes pour France Télécom. Donc c'était un très très beau projet, ou la facturation de France Télécom. Et puis après, j'ai rejoint CGTEL, qui était une start-up avec quelques dizaines de personnes quand je les avais rejoints. Et quand je les ai quittés, on était plusieurs milliers. Donc pour dire en l'espace de 2 ans comment une société a pu basculer de quelques dizaines de salariés à plusieurs milliers. Et c'est au sein de CGTEL, qui est après devenu SFR et aujourd'hui Altis, il y a eu toute cette effervescence de cette créativité, de ces nouveaux métiers. Et c'était très formateur. Et en même temps, je construisais des réseaux, je construisais des offres et je voyais arriver l'Internet gratuit. Bien sûr, les premiers service providers arrivaient à ce moment-là. Et l'arrivée des premiers opérateurs de fournisseurs accès gratuit en Angleterre d'abord. Donc je faisais partie de l'équipe qui avait travaillé sur ces projets confidentiels avant le lancement de FreeSurf à l'époque en 18. Et c'est là où a émergé la première idée de monter le premier opérateur d'Internet gratuit en France. Avant Free, je ne savais même pas que Free démarrait. Mais comme je n'avais pas beaucoup de moyens, j'étais encore novice, contrairement... T'as quel âge quand tu veux faire ça ? J'étais très jeune, je ne vais pas donner mon âge. Très très jeune, je sortais de l'école quasiment. Et on a construit le premier opérateur sous marque blanche pour offrir aux marques, aux groupes qui n'avaient pas les compétences, ne comprenaient pas ce qui se passait, pouvaient se doter d'un fournisseur d'accès gratuit et créer une connexion avec leurs consommateurs. On repart dans les CD-ROM qui étaient... Les CD-ROM, avec la première boucle initiale qui était universelle, qui était payée par France Télécom. Et en fait, tout le business model, c'était d'avoir de la minute très, très peu chère et de gagner de l'argent sur le service universel que France Télécom, en tant que monopole, devait fournir ou payer pour tous les opérateurs tiers. Donc voilà, on avait construit tout un Là, on va modèle. Citer quelques noms là, pour rappeler pour les plus anciens, des Lycos, il y avait les opérateurs de l'époque, fournisseurs d'accès Internet gratuits. Il y avait Excite, il y avait AOL, il y avait Liberty Surf, il y avait, en tout cas, les opérateurs que j'avais lancés, c'était Télé2, c'était Bouygues Télécom, c'était 01net, vous qui étiez dans les médias peut-être à l'époque. J'étais dans Internet, mais pas dans les médias. Voilà, il y avait 01net qui était un des premiers médias informatiques. Il y avait Nous
Voilà. Donc et Vivendi, vis-à-vis à l'époque, c'était le grand projet de l'époque de Vivendi, de lancer l'équivalent d'un Yahoo, d'un grand portail qui a à la fois le contenu mais également l'internet gratuit. Et c'est là où on a reçu à ce moment-là une offre qui ne pouvait pas se refuser. On était jeunes, on était ambitieux, on avait un projet magnifique d'équiper tout le groupe Vivendi Universal. On n'a pas pu résister, on n'a pas pu refuser. Et puis voilà, et on a vendu à Vivendi Universal. C'était aussi une très très belle aventure entrepreneuriale. C'était en 2000. Voilà, donc parfois je dis je suis un des dinosaures de l'Internet parce qu'on a construit les premiers fournisseurs d'accès, on a construit les premiers opérateurs, on a construit les premières applications, les premiers portails. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, de ces 2-3 années passées à faire ça ? Il y avait une effervescence assez. D'abord, il y avait peu de culture entrepreneuriale des startups, parce que je me rappelle la première fois que j'avais entendu parler d'une startup, c'était sur Challenge, où il y avait les startups américaines à la conquête de la Silicon Valley, et je comprenais pas de quoi ils parlaient. Et c'était en 97. Et 2 ans plus tard, il y a eu cette révolution de start-up, mais c'était encore timide. Quand on compare par rapport à aujourd'hui, où vous avez tous les jeunes qui veulent monter leur start-up, je me dis, on a réussi quand même quelque chose, heureusement. Parce que c'est aussi cet esprit entrepreneurial et cet esprit d'initiative, de prendre des risques, de tenter des choses, de sortir des structures très lourdes, très étatiques, où il y a des contraintes non seulement humaines, mais aussi de process, mais également de business model. Et finalement, l'émergence de ces startups permettent de tenter, de tester des nouveaux modèles et de faire, de développer des belles sociétés. Malheureusement, et ça va nous ramener aussi pourquoi je suis aujourd'hui dans le luxe. Il y a eu une frustration, c'est c'était le moment où la France, où l'Europe pouvait vraiment construire les GAFA. On avait les plus grands opérateurs télécoms de l'époque. On avait un parterre d'ingénieurs fantastiques. On avait quand même un esprit entrepreneurial, mais on n'avait pas la vision, on n'avait pas la volonté. Peut-être la volonté, mais il n'y a pas eu un écosystème qui a permis de porter une ambition et qui a permis d'émerger des grands leaders des médias ou de la tech. Voilà. Et donc, j'espère qu'on va y arriver aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais bon, le combat va être de plus en plus rude. Effectivement. Donc, tu retiens cette énergie. Après ça, après 2000, alors, dans ces 2000-2010, comment tu poursuis ? Après, j'ai recontinué avec d'autres startups plus telco, plus deep data, où c'était beaucoup d'algorithmique pour aller analyser les data, pour pouvoir optimiser les réseaux. Aujourd'hui, on parle des réseaux comme un élément, on va dire, standard, commodities. Mais dans les années 2000 à 2010, c'était encore quelque chose qu'on construisait. C'est comme les algorithmes d'IA qu'on est en train de construire aujourd'hui, ou les applications qu'on est en train de construire. Donc, chaque période a eu des moments forts de construction des premières couches et des usages qui permettent de conquérir ces nouvelles technologies. Tu as eu un rôle très opérationnel là-dedans, dans les années 2000, pour faire tout ça. Quand on est un entrepreneur, on fait tout. On fait à la fois la vision produit, on fait le go-to-market, on fait les ventes, on fait le service client, enfin, on gère des équipes, mais en même temps, aujourd'hui, on parle de plus en plus de SaaS, mais à cette époque, il n'y avait pas encore le SaaS. Je me rappelle avec la société qui a suivi, qui s'appelait Streamcore, on était les premiers à réfléchir, à développer des solutions software as a service. Ça n'existait pas encore. Et comment on pouvait amortir les coûts, comment on pouvait créer une mensualité et pay as you grow. Ça, c'était des choses qui étaient encore nouvelles. Aujourd'hui, ça s'est standardisé, ça s'est industrialisé, tant mieux. Donc il y a une accélération technologique qu'on voit, il y a une accélération aussi d'innovation et algorithmique qu'on voit. Après, question mark, l'accélération des mentalités, est-ce qu'elle est là ou pas ? On va revenir là-dessus. Donc, pour moi, il y a eu, j'ai été dopée ou alimentée ou biberonnée à cette innovation permanente, mais surtout à se poser la question où va le marché, comment ces innovations vont changer les usages, vont faire en sorte à ce que vont disrupter un peu les modèles existants. Et on voit qu'aujourd'hui, tous les modèles
ont été disruptés et vont de plus en plus être disruptés, voire changer ou remplacer. Et encore, on est à l'aube de la révolution AI qui arrive. Et je pense sincèrement et intimement que la révolution IA qui arrive va être encore plus amplifiée, plus rapide, plus forte que ce qu'on a vécu pendant les 10 premières années de l'Internet ou les 10 années d'après qui ont été les années des plateformes du digital. J'ai l'intuition que tu as raison. Alors après, la question, c'est est-ce que c'est en 2 ans, en 5 ans ou en plus longtemps ? On verra bien. On verra. Tu fais ça combien d'années, cette vie entrepreneuriale toute ma vie. Non, mais ce que je veux dire après cette première ces premières aventures entrepreneuriales. Après, j'ai investi dans des sociétés, j'étais dans des conseils d'administration, j'étais dans un des très beau conseil d'administration qui est la société Ingenico. C'était justement au début de sa mutation et sa transformation, l'arrivée des concurrents comme Adyen, comme Square, qui ont chamboulé le marché. Et pareil, on a vu en l'espace de quelques années comment un des leaders du paiement a pu être complètement disrupté et perdre son rang par rapport aux nouveaux acteurs qui sont arrivés avec des nouvelles plateformes et avec une agilité commerciale et agilité mindset. D'abord une technologie all-in-one, c'est-à-dire compacte, bien pensée, qui s'est allégée des legacy, c'est-à-dire des lourdeurs existantes et qui est dotée également d'une équipe avec un mindset agile, conquérant et qui n'a pas peur. Donc voilà, donc c'est pour ça que le match est compliqué parce que de plus en plus les leaders actuels vont se retrouver face à des acteurs jeunes, agiles et qui n'ont pas la lourdeur du business model qu'ils doivent défendre en bourse ou qu'ils doivent défendre devant leurs équipes. Donc c'est une bataille, mais en même temps c'est la vie de l'innovation et du progrès. C'est ça. Voilà. Tu es donc présente dans différentes en tant qu'investisseur au board de différentes entreprises. Qu'est-ce que ça va venir apporter à ta connaissance de ce monde entrepreneurial ? Parce que finalement, je t'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que tu étais opérationnel ? C'était justement pour venir apporter le contraste avec ce rôle d'investisseur ou de membre de différents boards, puisqu'on a une vision qui est différente en fait du business. Qu'est-ce que c'est venu enrichir chez toi ? Alors, c'est vrai que quand on est dans un board, on est là pour accompagner l'équipe dirigeante, pour prendre leur poser les bonnes questions, apporter une contribution, une vision, une analyse différente et les challenger positivement. C'est pas pour les challenger tout court. Et d'apporter aussi une façon de voir différente, complémentaire pour alimenter les débats et puis peut-être les faire progresser dans leurs différentes réflexions. Moi, les deux enseignements que j'ai eus à travers ces périodes, c'est que je suis une femme de combat, j'aime être sur le terrain. Voilà, vous avez les généraux qui restent en arrière. À l'arrière, il y a ceux qui aiment bien l'intensité. Hands-on, être dedans, parce que ce qui se passe, c'est quand vous le faites et quand vous êtes dedans, et c'est des multitudes de détails que vous ne voyez pas quand vous êtes en dehors. Il y a des gens qui sont aussi, c'est une nature, des gens qui sont très bons en ayant le recul et en prenant et en actionnant sur les bons boutons, et d'autres qui aiment bien être dans l'action et entourés par leurs équipes et faire bouger les lignes et les choses sur le terrain. Donc j'ai compris que c'était là où je me sentais la plus heureuse et ce qui me faisait vibrer. Et puis aussi là où je pouvais apporter une contribution. Et puis ça m'a fait prendre conscience que d'abord les borders, les frontières sont en train de s'estomper de plus en plus avec le commerce cross-border. Les consommateurs du monde entier peuvent aller acheter n'importe où des produits parce qu'on n'a plus cette contrainte de frontières et de distance. Les transports deviennent de plus en plus des commodities. Les duties arrivent et sont positionnés par les États, mais la réalité, c'est que s'il n'y avait pas les monnaies et les duties, on peut acheter tout, partout, sans difficulté.
Donc on voit ce flux de consommation, et ça je pense que c'est vraiment un des enseignements qui m'a le plus marqué. À travers les analyses marché qu'on avait, je voyais cette explosion emerging market de flux cross-border qui arrivent sur l'Europe. Et partout ailleurs, mais en tout cas sur l'Europe, c'était assez étonnant parce qu'il y avait les produits européens qui étaient désirables et qui faisaient que tous ces acteurs voulaient acheter des produits de luxe, des produits lifestyle, ce qui sont nos... Il faut préciser, je crois, tu me l'avais dit en préparant cette conversation, que tu as eu un petit séjour en Asie. Pas un petit séjour, pendant 10 ans. Donc à partir de là, et bien sûr, un des plus gros... Non mais ça explique flux, aussi ce que tu es en train de dire. Hein, et en effet, les flux les plus importants venaient d'Asie. Donc l'explosion de la classe moyenne asiatique, la digitalisation massive de cette population portée par la Chine, qui est ça a été le laboratoire le plus important de ces disruptions digitales parce qu'ils ont eu cette vision de devenir les meilleurs dans le digital. Et aujourd'hui, si on parle de commerce, le commerce physique, le commerce online s'invente là-bas. Et tous les acteurs du commerce, quel que soit leur domaine, vont là-bas pour voir ce qui se passe. Et je ne parle pas du luxe qui a été très implanté et qui est toujours très implanté là-bas. Et donc, c'est à partir de là où j'ai voulu aller en Asie, et particulièrement en Chine. Bien sûr, j'ai beaucoup voyagé aussi en Corée, au Japon, mais la Chine, pour moi, j'étais fascinée par la Chine parce que je voyais qu'ils ont une vision, une population entrepreneuriale incroyable et un État qui a décidé de construire des leaders et de capter tous ces flux de manière à travers des plateformes puissantes en empêchant, bien sûr, avec le protectionnisme qui a été instauré, et c'est la réalité parce que vous n'avez ni Uber, ni Google, ni Amazon, toutes les GAFA occidentales n'ont jamais réussi à s'implanter en Chine. Américaines, malheureusement. Voilà. Mais par contre, là où ce qui était très intéressant, c'est que ce qui faisait la force des Européens, c'était quand même leur lifestyle, les produits de luxe, les voitures allemandes, voilà. Donc ils étaient fascinés par les produits européens, mais fascinés par la technologie et dans la compétition avec les technologies américaines. Et donc c'est à partir de là où j'ai ce constat, c'est qu'en Europe, on n'a pas une plateforme digitale digne de ce nom. Et le produit qui est le plus désirable que les Asiatiques et les pays émergents de manière générale désiraient, ce sont les produits de luxe. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui un acteur du luxe digne de ce nom en France, sachant que les leaders les leaders du luxe sont français? Voilà, pour moi, ça a toujours été une interrogation et aussi quelque part une frustration. Et c'est à partir de là a commencé à germer l'idée de construire une plateforme digitale de luxe qui puisse petit à petit aller absorber les révolutions qui sont en train d'arriver, que ce soit les révolutions data, les révolutions AI qui arrivent. Super, merci pour la transition que tu facilites grandement. Avant de parler de Monnier et puis du rachat à l'origine de Monnier Frères, maintenant c'est Monnier Paris, il y a un peu plus de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. 2020, bientôt 5 ans. Tu rentres d'Asie au moment où tu rachètes Monnier, ou c'est à quelle période que tu rentres d'Asie? Alors, en Asie, j'ai déjà développé plusieurs petites startups pour tester un certain nombre de parcours clients, que ce soit le live shopping, que ce soit le social selling, du trading. On a vraiment développé plusieurs initiatives, quelques-unes qui n'ont pas bien marché, d'autres qui ont très bien marché. Et la prise de conscience que j'ai besoin d'une plateforme avec des marques puissantes pour pouvoir capitaliser et construire la communauté d'utilisateurs et la technologie qui va être mon cheval de bataille. Et c'est à partir de ce moment-là que je arrive sur la table le dossier Monnier Paris, Monnier Frères à l'époque, qui est une très belle société qui était un peu figée dans un business model qui est en train de devenir vieillissant, le retail, e-retail. C'est quoi la photo de famille Monnier il y a 5 ans, là, en 2020 C'était d'abord une plateforme vieillissante qui a été construite au début des années 2010 avec des technologies qui n'étaient pas aussi matures que ce qu'on a aujourd'hui. Une base de clients assez significative de plusieurs centaines de milliers de clients.
une présence internationale quand même assez établie, avec une présence en Chine. Et ça, c'était très intéressant parce que un des leviers quand même du luxe, c'est quand même la Chine, l'Asie, mais avec le porte-avions chinois. Et une plateforme de marques, de très belles marques, qui avait une relation de confiance avec l'entreprise. Mais elle avait C'est une entreprise qui avait 10 ans. Qui avait presque 10 ans. Oui. Elle a été créée par les frères Monnier, qui ont une vision assez intelligente au début des années 2010 de construire une destination d'accessoires de luxe, qui était un positionnement clair, visionnaire, sauf que le business model est... D'abord, ils ont besoin aussi de beaucoup de BFR pour pouvoir démarrer l'activité. Donc, ils se sont adossés assez rapidement, au bout de 2 ans, à un groupe traditionnel, un groupe de distribution. Et ce groupe de distribution, en effet, il a beaucoup investi pour développer, mais n'avait pas non plus... C'est pas son corps de business. C'est des hypermarchés, des supermarchés. Un groupe de distribution alimentaire. Oui, mais qui avait construit une structure pour accueillir des startups dans le digital autour du commerce. Donc, c'était cohérent. Mais sauf que... pour développer un business model ou faire grandir une société de ce type-là, je pense que l'esprit entrepreneurial est très important. Parce que dans cet esprit entrepreneurial, on a besoin aussi parfois de changer de fusil d'épaule, de prendre des risques. Or, quand on est adossé à un groupe, c'est plus difficile d'évoluer de cette façon, parce qu'on est salarié, collaborateur d'un grand groupe, dépendant d'une structure. On peut pas faire ce qu'on veut, c'est normal. Oui, c'est normal. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de groupes industriels ont commencé à racheter des startups et ont constaté que ça marchait pas, qu'il valait mieux créer un fonds et investir dans des startups et les laisser indépendantes pour pouvoir évoluer. Certaines vont réussir et certaines vont mourir, mais au moins, si on veut leur donner les chances de vraiment réussir, il faut qu'elles restent indépendantes. Donc, Monnier était la belle endormie. Elle avait construit tous les schémas, les process, les assets nécessaires, mais elle manquait de vision, elle n'avait pas l'énergie entrepreneuriale et elle n'avait surtout pas la technologie. Ça, c'est en fait ce que tu découvres finalement, tu découvres. Quand le dossier arrive sur la table, voilà, tu fais une sorte d'audit et c'est ce que tu vois se présenter devant toi. Tu te dis, là, il y a une carte à jouer, il y a quelque chose à faire. On revient sur ce que tu nous disais tout à l'heure, ou pourquoi en France... Pardon ? Voilà, build or buy, voilà. C'est-à-dire soit... acheter un asset sur lequel construire une vision, soit construire cette vision from scratch avec le risque que ça prend plus de temps, avec les aléas qu'on connaît de partir. Là, il y avait déjà un peu de traction, voilà. Et l'idée, c'est de transformer ça, j'imagine, avec un projet d'investissement dans la tech très fort, c'est ça ? Exact. Puisque tout à l'heure, tu nous disais, oui, mais alors en Europe, en France en particulier, on a ces acteurs du luxe, on est reconnu légitime comme étant le pays du luxe, des produits de luxe, mais on n'a pas la plateforme tech, c'est les Américains qui l'ont. Quelque part, tu essayes de réaliser ce rêve. Exactement, et surtout de capter les flux, les datas, les flux, les consommateurs. On est une destination la plus désirable, où se trouvent les produits les plus désirables au monde. On a une capacité de storytelling la plus incroyable, et d'ailleurs les Jeux Olympiques de cet été ont montré à quel point on est incroyable. Donc il y a quand même une réalité. Alors après on peut me dire tu es chauvine, non, alors attends, je vais aller dans ton sens, parce que s'il y a bien une chose dont on peut être fier, et voilà, c'est la façon avec laquelle les JO se sont passés l'été dernier. On est réellement fantastique en termes de storytelling, capacité de construire des produits qui sont beaux, qui sont désirables, qui véhiculent une histoire, un savoir-faire, une émotion. Après, et là ça va peut-être nous faire venir commencer à montrer quelques signes des sujets qu'on va aborder plus tard, mais on rentre dans un monde de l'hyper-interactivité. Et donc si on n'a pas le consommateur, on n'est pas connecté avec le consommateur, si on est connecté qu'au niveau physique, au niveau magazine, c'est insuffisant. Si on n'a pas des plateformes pas propriétaires, mais en tout cas, on a ce savoir-faire qui se trouve dans nos
pays ou dans notre continent européen, c'est un peu dommage. Et donc c'est là où comment capitaliser sur cette attractivité, sur cette puissance narrative, sur cette façon de créer des curations, des services qui vont plaire à cette population émergente qui veulent tous avoir une petite fenêtre sur Paris, une petite fenêtre sur la France. Parce que mes clientes coréennes, elles peuvent acheter le même produit, Le Maire par exemple, en Corée, mais elles préfèrent l'acheter dans la boutique Monet Paris, à Paris, parce que c'est un petit bout de France, c'est un petit bout de voyage. Et il suffit que vous ayez un joli packaging qui va bien avec tout qui est écrit en français. Voilà. Et là, vous avez quelque chose qui va lui plaire, parce que ça va lui apporter plus d'émotion que d'acheter le joli produit. Tu viens d'employer un mot hyper important, surtout dans le luxe. Le côté émotion, puisque c'est là-dessus, c'est que les marques travaillent, c'est toute l'émotion que procure l'obtention d'un produit de luxe. Tu rentres déjà dans finalement les enjeux de Monnier. Avant qu'on y aille plus en détail, est-ce que tu peux nous partager un peu la vision que tu as du marché? Alors on ne va pas le réduire en marché français, puisqu'il y a une dimension globale. Dans le luxe, tu l'as évoqué déjà dans un premier temps avec la Chine. Bref, globalement, comment tu vois s'organiser l'offre, la demande par zone, parce que finalement on travaille beaucoup par zone, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, globalement, sur les produits de luxe. Comment tu vois les choses évoluer? Si je te pose la question, c'est non seulement parce que je suis intéressé par avoir ta réponse, on est aussi fin 2024 dans un moment où on voit les acteurs historiques du luxe plus à la peine en termes de croissance, c'est-à-dire les croissances à 2 chiffres ne semblent plus être tout à fait là. On voit même Kering qui tire la langue. Toute proportion gardée, on s'entend. Je lisais encore ce matin un article qui expliquait qu'en Chine, même LVMH retardait l'ouverture d'un énorme flagship parce que le marché est plus tout à fait le même, que les autorités chinoises luttent contre la corruption et tous les signes extérieurs de richesse sembleraient être potentiellement quelque chose qui peut dire qu'il y a de la corruption ou pas. Donc, il y a des choses qui changent. Comment tu perçois un peu tout ça? Et je pense que c'est important que tu nous livres ton analyse, parce que je sais que derrière, il y en a un petit peu plus et que tu vas vouloir nous parler de la façon avec laquelle les Chinois, et donc transposés sur la Gen Z de façon plus globale, font leur commerce. Avant qu'on y arrive, comment tu perçois les choses? Je pense qu'il y a eu avant et après Covid. Avant Covid, on était dans un marché où la digitalisation du secteur du luxe était à peine à 10%. Après le Covid, en fin 2020, on a gagné 11 points, 21%, taux de pénétration du digital. Donc il y a plusieurs mouvements de fond qu'on observe depuis un moment, mais qui sont apparus au grand jour avec l'arrivée du Covid. D'abord, la mutation générationnelle. On arrive dans une génération, la Gen Z, la génération Y, c'est-à-dire c'est les entre 15 et 25 ans et entre 25 et 40, sachant que nous, on est la génération X, on consommait différemment, on est arrivé avec le début de l'Internet, donc même si on est pour certains, on est pas mal digitalisé, mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle génération. Donc, 70% des consommateurs du luxe, dans les années à venir, vont être Gen Z, Millenniums. De l'autre côté, vous avez également la prise de conscience que le digital ne peut plus être juste un petit site internet dans un coin. C'est une vraie stratégie. Oui, c'est une expérience ça fait partie de l'expérience globale d'achat. Complète, mais on ne peut pas tout mettre sur le digital, mettre tous ses efforts sur le site internet. C'est-à-dire le consommateur aujourd'hui, il est en train de muter, il devient extrêmement exigeant. Il faut savoir le capter. On ne peut plus le capter avec les mêmes méthodes qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Faire juste des boutiques retail et espérer que les consommateurs vont venir, vous perdez une partie des consommateurs qui ne vont jamais passer par vos boutiques retail, qui vont vouloir aller dans des boutiques multimarques, qui vont aller sur des marketplaces,
etc. Donc pour moi, il y a cette, la part du digital dans la conscience et dans la prise de conscience plutôt des marques fashion, luxe, de manière générale, ce n'est plus juste un complément, c'est une vraie stratégie à mettre en place et qui ne se limite pas uniquement à un site internet qui doit s'étendre à tous les canaux de distribution qui vont apparaître sur le digital. Après, on parlera peut-être du NFT ou du métaverse, mais la gamification, ça, c'est des sujets qui vont apparaître dans quelques années. Ça s'est mis un peu en stand-by en ce moment, mais c'est pareil, c'est un mouvement latent qui va réapparaître quand les temps seront meilleurs. Et puis, on arrive aussi aujourd'hui à ce cumul de data qui va permettre de définir quelles sont les stratégies d'acquisition. Comment vous allez acquérir votre client, le rendre plus loyal, et avec cette matière première, comment vous allez pouvoir opérer pour pouvoir aller acheter le client le moins cher et le rendre fidèle le plus longtemps possible. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, cette réalité qui existe dans d'autres secteurs d'activité, le luxe s'en est emparé et le travaille à sa sauce. Oui, sauf que pour le moment, le luxe reste encore, enfin le luxe fashion, etc., reste une industrie qui est encore conservatrice. C'est-à-dire que ce qui a fait sa force pendant des décennies, d'être conservatrice, de prendre son temps. Je me demande aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et je ne peux pas dire que je suis encore novice dans ce secteur depuis 5 ans, 7 ans, mais j'ai un regard différent et j'ai un regard qui est pur digital. Mais je vois on est face à des consommateurs qui ne consomment plus comme leurs parents, qui ne consomment plus comme leurs grands-parents et qui ont besoin de cette interaction, qui ont besoin de cette narration qui va être différente. Il ne suffit pas aujourd'hui de faire un papier glacé avec des photos et attendre que le consommateur Gen Z va tomber à la renverse et cliquer et venir jusqu'à votre site pour pouvoir. Il y aura de plus en plus de zones de chaland qui sont en train de se construire. D'ailleurs, on voit bien l'explosion des marketplaces. Alors, il y a un autre sujet, certaines qui ont été trop imprudentes. Il y a plein de sujets. Quand tu évoques ça, il y a plein de questions qui me viennent en tête. D'abord, est-ce que la Gen Z, c'est la même dans tous les pays ? Est-ce que, je veux dire par là, les habitudes de consommation, et c'est un dénominateur commun à cette génération-là ? En posant la question, j'imagine que ce n'est pas tout à fait le cas. Je pense que les jeunes Chinois ne consomment pas de la même façon que les jeunes Européens. Si ? Presque. Okay. À quelques différences de marque, Jacquemus se vend beaucoup plus en Europe et aux États-Unis qu'en Asie, mais tout simplement parce que Jacquemus n'a pas fait suffisamment de marketing encore sur l'Asie. Je ne parle pas des marques préférées, mais finalement de... Mais la façon de consommer est à peu près pareille, c'est-à-dire c'est des jeunes exigeants qui sont dans l'interactivité, qui changent d'avis assez rapidement et qui veulent de l'efficacité, c'est-à-dire ils voient quelque chose, ils sont séduits, ils cliquent, ils veulent l'avoir. Ce que ne fait pas forcément quelqu'un de la génération précédente qui va réfléchir, qui va prendre son temps, qui va... voilà. Ok, très bien. Et l'autre question qui me vient est celle du storytelling, pour reprendre les mots que tu as employés tout à l'heure, et puis des émotions. En fait, une marque de luxe, elle travaille tout ça. Tu parlais tout à l'heure aussi de packaging. Il y a l'histoire qui est racontée autour d'un produit qui compte beaucoup, et les marques de luxe ont longtemps tenu le discours selon lequel, pour pouvoir maintenir finalement ce discours, ce storytelling, garantir finalement l'image de marque du produit ou de la marque à proprement parler, ils veulent tout contrôler, la distribution en particulier. Dans quelle mesure finalement se retrouver sur une marketplace leur permet de faire ça ou pas ? Comment on transpose en digital finalement ce storytelling ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que c'est une des questions vraiment cœur de réflexion et de débat au sein de l'industrie en ce moment, avec l'émergence de beaucoup de marketplaces qui pour certaines ont voulu être globales, mais finalement on voit bien que de plus en plus elles vont être locales, très fortes, des acteurs très forts en local. Et la question que se posent beaucoup de marques, est-ce qu'on doit être sur les marketplaces, ne pas être sur les marketplaces ? On veut être ultra, peu distribué et très sélectif, etc. Et c'est un vrai sujet. Et pour moi, on verra dans les années à venir, d'abord, ça dépend du scale que souhaite la marque, ça dépend aussi de sa stratégie de conquête de ces nouveaux consommateurs. Il y a des consommateurs qu'elle verra jamais, parce que ces consommateurs, ils vont être que dans ces médias, dans ces plateformes, ces nouvelles zones de chaland. Ce sont des nouvelles zones de chaland qui vont avoir
un niveau d'accélération et de croissance qui est 3 fois supérieur, voire 4 fois supérieur à celui que vous allez avoir sur un site internet. Et la question, c'est est-ce qu'on est encore dans le modèle où la marque va poser un produit et va aller chercher le client pour attendre que le client vienne le chercher? Ou on est plutôt dans une stratégie ou dans un changement de paradigme où le client va chercher le produit qu'il désire. Donc la marque, son rôle, c'est de créer de la désirabilité sur son produit et d'être la plus connectée possible pour que le client qui la désire, qu'à un moment l'a vu quelque part dans une zone de Chalon, dans une boutique multimarque ou sur son site retail, dans le Carrefour XY, dans une des grandes capitales ou sur un réseau social, quand il la désire, il va la trouver facilement. Et c'est ce changement de paradigme qui va structurer probablement les années à venir. C'est-à-dire, on n'est plus dans une logique où la marque doit investir sur tout, à la fois dans sa désirabilité, dans la technologie, dans tous les canaux de distribution qui vont devenir de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à manager, versus, et en attendant que le client il va venir, versus créer beaucoup plus de désirabilité, être bien connecté et être là où le client va la chercher. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on est plutôt dans cette deuxième solution. Et dans cette deuxième solution, comment on maintient finalement le storytelling? Parce qu'il ne faut pas dénaturer finalement cette désirabilité. Mais le storytelling, c'est-à-dire quand vous êtes une marque et vous avez 1 million à investir, est-ce que c'est mieux de l'investir sur votre marque, dans votre storytelling que vous allez pusher sur des influenceurs, sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur les différents canaux, en termes de présence et d'awareness dans certaines marketplaces, ou est-ce que vous allez l'investir à construire des plateformes techniques très très compliquées et investir dans le maintien et dans des équipes très lourdes pour pouvoir maintenir ces canaux de digitalisation? Parce que pour moi, la certitude, c'est que la marque va perdre les clients si elle pense qu'ils vont venir tous sur son site internet pour l'acheter. Donc, en fait, bien sûr, ceux qui vont l'acheter sur le site physique, bien sûr, ils vont toujours rester et venir et parce qu'ils désirent avoir une expérience physique. Mais aujourd'hui, un consommateur, on ne peut plus lui imposer une seule façon d'acheter. Mais tu es d'accord pour dire que les marques de luxe, elles n'ont pas toujours été enclines à réfléchir dans cette direction-là et à vouloir contrôler cette distribution. Se dire qu'on va passer par des acteurs tiers pour pouvoir toucher. Tu parlais de zone de chalandise, enfin de carrefour d'audience aussi. Là où elles n'avaient pas l'habitude d'aller, c'est sortir de leur zone de confort et remettre en question un certain nombre de choses. Alors, c'est pas être sur Amazon, on s'entend, c'est d'être sur des marketplaces puissantes dans des régions qui sont avec une vraie zone de chaland ou des sites ou des médias qui sont connus et qui ont quand même un positionnement luxe. Ce n'est pas être n'importe où dans toutes les zones de chaland. Enfin, les marques fashion ou luxe, ils choisissent aussi les endroits où ils se trouvent. Comme ils vont pas aller dans toutes les galeries commerciales, ils vont aller dans des rues très luxe, etc. Je m'en doutais bien, mais je préférais que tu le dises. Oui. Non, ce que je dis, c'est je pense qu'aujourd'hui, une marque on va devenir tous des plateformes. C'est-à-dire, on va être tous interconnectés. Et l'enjeu, ça va être d'augmenter cette interconnectivité sur tous les canaux où on va pouvoir accueillir un consommateur, créer un lien avec lui. Alors peut-être que vous allez pouvoir le faire sur votre site internet, sur vos boutiques, mais j'ai l'intime conviction que dans les années à venir, on va devenir de plus en plus spécialisé. Les zones de chaland vont devenir des zones de chaland. Les marques vont construire et investir davantage sur leurs produits, la désirabilité de leurs produits, le narratif sur leurs produits, et faire en sorte que ce narratif soit porté par les partenaires et les réseaux de distribution qu'ils auront choisis, s'ils décident d'aller dans cette direction. Les médias ou les zones de chaland vont continuer à se développer. Les distributeurs vont devenir de plus en plus spécialisés à apporter un produit le plus rapidement possible et le plus efficacement possible auprès du consommateur. Donc en fait, les rôles vont se définir de manière plus claire. Mais faire tout, personne ne peut le faire. Regardez, une marque de luxe déjà, une marque fashion, elle est passée d'un métier de fabricant d'un produit qui est désiré par une grande partie de ses clients, de ses consommateurs, de ses followers, à retailer.
Maintenant, ils commencent à faire du online. Sauf que les enjeux d'une boutique physique qu'on ouvre quelque part en mettant des équipes commerciales conformes, c'est pas la même chose que les sujets technologiques. Aujourd'hui, on est en train de se dire comment on va s'équiper sur le site internet, comment on va avoir un catalogue unifié, comment on va gérer un stock de manière omnicanale, comment on va faire en sorte à ce que le consommateur ne va pas nous coûter une blinde et 50% de notre marge pour pouvoir l'acquérir et les retours et les problèmes. Et on est juste au début de l'histoire, alors que ces canaux vont se complexifier de plus en plus. Aujourd'hui, on a un site internet, on a une marketplace, mais demain, ça va être d'autres canaux qui vont venir enrichir. Ils commencent déjà avec le live shopping, avec le social selling. Demain, ça va être le gaming. Après demain, ça va être d'autres canaux. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, on ne peut pas avoir toute cette compétence en interne. À un moment, il faut trouver les bons partenaires avec qui travailler pour pouvoir être bien représenté, avoir une relation de qualité avec son consommateur et choisir les clients qu'on veut aux endroits qu'on veut, avec les partenaires qu'on veut. Et justement, alors, Monnier Paris là-dedans, quelle est sa place ? Quel est le rôle que tu veux lui donner ? Quelles sont ses ambitions ? Et puis, peut-être... comment tu as commencé à structurer l'entreprise pour pouvoir répondre à ces ambitions ? C'est une grande question, c'est tout le point 3. Non, mais d'abord, le premier sujet pour moi, c'était le vrai levier et le vrai différenciant, c'est l'agilité et la tech. C'est-à-dire pour pouvoir construire une ambition, il faut s'adosser à un vrai différenciant technologique. Donc, on a vraiment tout mis pour construire une plateforme technologique digne de ce nom. Dans les années 2020, on s'était affranchi des legacy et la taille était suffisamment grande pour avoir porté cette ambition et suffisamment petite pour pouvoir faire ce changement. C'est sûr que si on était plusieurs centaines de personnes, ça aurait été beaucoup plus compliqué à mettre en place. L'équipe était plus petite, les volumes étaient plus petits, l'interconnexion internationale était plus petite. Donc on a pu faire ce move. Et d'ailleurs, c'est un vrai business case pour ceux qui voudraient un jour voir comment on fait ça en Covid. Parce que, pour la petite histoire, j'ai récupéré les clés le 1er mars et le Covid est apparu le 15 mars. Donc, autant vous dire que toute cette stratégie de transformation... mais en même temps, c'était une chance parce qu'on n'avait plus le choix. On savait plus si on allait pouvoir survivre ou vivre dans les 6 mois à venir. Et donc, on devait vraiment prendre des décisions radicales, claires, franches et nettes, immédiatement. Reconstruire les équipes, reconstruire une vision de l'entreprise, reconstruire le système de technologie. On va y aller. Allez, pour bien comprendre les réponses que tu apporteras après, c'est quoi la vision d'entreprise ? La vision de l'entreprise, c'est d'être en tant que Monnier Paris, d'être le laboratoire technologique des consommateurs et des nouveaux usages, omnicanal sur l'ensemble du marché de fashion luxury. Donc notre volonté, c'est vraiment d'être le partenaire technologique, le partenaire des marques pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et d'apporter aussi une curation parisienne aux consommateurs Gen Z du monde entier. Ok, ça c'est la vision. Maintenant, pour y arriver, tu as commencé à dire que le premier investissement était tech. C'est quoi la feuille de route qui est rédigée sur la tech ? Qu'est-ce que vous voulez pour rendre performant la tech ? Alors, c'est ne pas réinventer la roue. C'est-à-dire, on a eu la chance d'arriver avec des technologies qui commençaient à devenir matures. Ceux qui ont construit des sites e-commerce dans les années 2000 ou au début des années 2010, ils ont dû tout construire, brique par brique. Quand on est arrivé, Shopify commençait à devenir, par exemple, mature. Donc, pourquoi réinventer un site e-commerce en interne alors que Shopify apportait cette simplicité d'usage et cette robustesse. C'est-à-dire, si on a un flux de 100, on peut passer à un flux de 10 000, de 100 000 sans avoir à bouger quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est du pay as you grow et la scalabilité, la sécurité à volonté. Donc, de choisir les meilleurs, de choisir les briques technologiques qui nous permettent de créer la fondation technologique de plateforme. Shopify, c'est pour le front. Voilà. Et donc, on s'est dit, c'est formidable. Shopify nous apporte vraiment la simplicité la plus
en tout cas qui répond à nos besoins d'agilité, d'efficacité, de sécurité, de robustesse, on va trouver la même chose pour le back. Alors, les enjeux tech dans le back, c'est quoi ? Gestion de stock, omnicanal, c'est-à-dire si vous avez plusieurs warehouses ou plusieurs boutiques, de pouvoir le gérer de manière unifiée, avec une vision centralisée, d'avoir un catalogue aussi d'avoir un catalogue qui soit facile à gérer et qui puisse s'interconnecter avec plusieurs... Un PIM, voilà, un Product Information Management System. Pareil, des orders qui puissent venir de différents canaux et qui soient traités de la même façon. Une interconnectivité avec les différents... déjà sur les boutiques Shopify de manière simplifiée, avec du merch, avec des stratégies de géopricing, des stratégies de pricing, des stratégies de discount qui soient ultra simples et ultra efficaces. Voilà, donc notre denrée rare, c'était notre produit, notre stock, et il fallait savoir le vendre efficacement, le diffuser, et de récupérer la bonne data de nos consommateurs pour pouvoir construire un loyalty programme et une intelligence des consommateurs qui nous permettent après de faire un ciblage beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace. Donc les enjeux tech, si je comprends bien ce que tu viens de dire, ils portent, en dehors du front que tu as évoqué déjà, les autres enjeux sont sur les flux et la donnée. Exactement. Et l'interconnectivité. D'être vraiment totalement omnicanal, que ça soit en back, c'est-à-dire au niveau du stock, que ça soit au niveau des canaux de vente. Aujourd'hui, on a 3 canaux de vente. Demain, on en aura peut-être 5. Après-demain, on en aura 15. Il faut que ça soit complètement unifié. Et cette stratégie va d'avoir aussi les opérations en temps réel, de savoir qu'est-ce qu'on a vendu, à quel endroit, pour quel type de client, avec quelle marge, était majeure. Parce qu'on voit bien que les duties changent d'un pays à l'autre, les retours changent d'un pays à l'autre, d'un produit à l'autre. Et comme on est un distributeur, on n'est pas une marque, on n'a pas 80% de marge. On a très peu de marge. Donc chaque point de marge compte. Donc on était obligé d'être extrêmement efficace dans chaque chaîne, chaque maillon de la chaîne. Donc là, tu veux dire que tu as eu un intérêt particulier pour la dimension contrôle de gestion ? Surtout, j'étais très... je regardais ma marge matin, midi et soir, et nos ventes matin, midi et soir. Et aujourd'hui, quand je discute avec quelques-uns de nos partenaires marques, je leur dis comment vous gérez vos datas, les informations de vos ventes. Si on les a tous les 15 jours, ça serait vraiment formidable. Mais surtout s'ils sont bien corrélés. Ils ne sont pas erronés entre le site internet, la compta et les autres collectes des infos sur les différents autres canaux de vente qui sont des marketplaces. J'ai dit, comment vous ne gérez pas ça en temps réel ? Vous n'avez pas les informations en temps réel ? Vous ne prenez pas vos stratégies de vente en temps réel ? Non, on ne peut pas. On n'a pas les outils pour pouvoir le faire. Et donc nous, quand on est arrivé, pareil, on s'est dit, c'est pas possible qu'il n'existe pas un Shopify du back-office. Et donc, on va le construire. Pour nous, mais pas que pour nous, pour l'industrie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelque part, sur ton étagère, tu as une techno qui est utilisable. Voilà, qu'on a spin-offé depuis un an, qui s'appelle Gaia Suite, et qui est le Shopify du back-office. Voilà, et qui a une volonté d'apporter cette brique simple, omnicanal, et qui permettent vraiment de piloter la stratégie de vente et de ravitaillement des marques, des partenaires, des boutiques. Voilà, ce n'est pas que pour les marques de luxe, ça peut être pour toute marque qui a un stock et qui a des canaux de vente et qui a besoin d'avoir un outil simple qui l'oblige pas à avoir plusieurs personnes qui le pilotent par canal, et dès qu'il y a une personne qui n'est plus là ou qui change toute l'information, c'est perdu, d'avoir cette intelligence qui reste centralisée et d'avoir une vraie vision de la gouvernance de vos stocks, de vos marges, de vos ventes, de vos performances. Donc il est facilement plugable avec les différents WMS et autres ERP qui existent sur le marché. Encore mieux, c'est-à-dire on n'a même pas besoin de se plugger aujourd'hui aux différents outils. On peut se mettre en parallèle par rapport à un Shopify ou par rapport à un autre front, ça peut être Salesforce ou PrestaShop, et on se met en miroir, on récupère le catalogue qui est déjà existant sur Shopify ou sur autres, et on vient alimenter les autres canaux et toutes les dashboards et toutes les décisions et activer les stratégies de vente
de manière extrêmement simple et extrêmement efficace. Pour illustrer finalement la proposition de valeur de cet outil, ce Shopify du back-office, qu'est-ce qu'il a permis de réaliser à Monnier-Paris ? Si on ne l'avait pas, on serait mort aujourd'hui. Voilà, je pense que la question le résultat le plus probant. Oui, c'est-à-dire, mais pourquoi vous êtes vivant alors ? Voilà, vous avez vu un peu ce qui se passe sur le marché des plateformes digitales existantes. Elles sont en train d'être complètement déstabilisées pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles étaient très grosses, mais surtout parce qu'elles avaient une legacy, un passif technologique très lourd. Et donc, pour pouvoir bouger, c'était beaucoup plus compliqué. La plupart des plateformes ont été conçues il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Net-à-Porter, par exemple, qui vient d'être acheté par Mytheresa, a été développé en 2000. Leur technologie est devenue complètement obsolète. Pour bouger une ligne ou pour bouger une stratégie, je n'ose même pas imaginer le nombre de personnes, et avec tout le respect que j'ai par rapport à mes concurrents, mais je dis juste que c'est une réalité. Pourquoi la tienne, dans 10 ans, ne sera pas obsolète ? Parce qu'on est en train de mettre... Notre focus, c'est là-dessus. On focus principalement là-dessus. Monnier aujourd'hui est un client de Gaïa, mais Gaïa est en train de s'enrichir et de s'alimenter de tous les autres clients qu'on est en train d'onboarder au fur et à mesure. Et on vient juste de lancer, on commence vraiment à être... on répond à un véritable besoin. Et on apporte énormément de simplicité par rapport à un back-office. Et c'est ça qui est très surprenant. On voit des très très belles marques, et quand on regarde le back-office, en fait, c'est des boutiquiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un investissement encore important dans la partie back-office et technologique. Ils ont des ERP qui sont très lourds, qui gèrent une grande partie de leur retail, mais toute la partie online ou digitale est encore embryonnaire. Et c'est là où il y a quelque chose à faire. Donc, ne pas partir avec des solutions trop complexes qui vont encore complexifier. Vous vous retrouvez avec des équipes de plus en plus volumineuses de tech et de petites mains qui vont gérer les attributs, les catalogues, les orders, de synchroniser les différents data. Enfin, c'est les années 80. On n'est plus dans les années 80. On parlait tout à l'heure d'évolution permanente finalement des technologies, et c'était un peu le sens de ma question. Pourquoi dans 10 ans vous ne serez toujours pas périmé ? Parce que finalement il y a cette volonté de se nourrir de ce que fait le marché, de ce qui existe sur le marché. Comment ne pas évoquer les sujets de l'IA ? Aujourd'hui, l'IA, on en entend souvent parler, l'IA générative pour les sujets de front, et entre autres de gestion du catalogue produit. Mais l'IA, c'est aussi le back-office, et c'est aussi la supply. Et des sujets de réappro, de rupture même, qu'on peut essayer d'anticiper dans l'approvisionnement. Comment toi, tu te saisis, ou tes équipes se saisissent de ces sujets-là pour finalement venir les intégrer dans votre tech ? Alors, on va dire qu'aujourd'hui, avant de commencer à parler IA ou avant de commencer à exploiter toute la puissance de l'IA, il faut déjà avoir une base cohérente de flux. Que vos process, que vos flux soient simplifiés et soient automatisés et coordonnés. Que votre data soit pertinente. Enfin, déjà, vous devez avoir quelque chose une plateforme efficace, simple, qui a une coordination de l'ensemble de la data. Si vous avez une data dans un coin, dans un logiciel qui gère vos orders, vous avez une data dans un autre coin qui gère vos stocks, une autre data qui va gérer vos discounts, vos merch, vous n'allez pas pouvoir coordonner. C'est ça le problème aujourd'hui principal. C'est-à-dire, à force de voir des multitudes de briques, vous n'avez plus de coordination et de corrélation. Donc, Gaïa, c'est on va dire le nest, ou la première couche qui permet de créer cette connectivité et d'avoir cette data uniforme, coordonnée, cohérente. Et ce qu'on est en train de développer au fur et à mesure, donc c'est encore les débuts, c'est de rajouter des agents intelligents pour alimenter les catalogues, pour gérer les stocks, pour gérer les stratégies de merch, pour gérer les stratégies, bien sûr les traductions, le support client. Voilà. Donc Gaïa Suite
va devenir petit à petit le manager de ces IA qui vont permettre de rendre encore plus efficaces les ventes, plus efficace la gestion des stratégies de vente et stratégies d'écoulement que peuvent avoir les marques. Ok, merci pour ces précisions. Tout à l'heure, tu évoquais la génération Z. En introduction, je le disais, la destination Monnier-Paris est la première destination pour la génération Z. Je t'interrogeais sur les potentielles différences de comportement d'achat sur les différentes zones. Tu as évoqué l'Asie, tu as parlé de live shopping par exemple. Ça fait pas mal d'années qu'on en entend parler du live shopping en Europe, en France. Et force est de constater qu'on ne le voit pas véritablement émerger. Mais j'aimerais bien qu'on conclue un peu notre conversation sur ce que je te disais en introduction, justement sur les consommateurs, refaire un focus dessus parce que ils sont quand même au centre des préoccupations de tout le monde, ces consommateurs-là. J'ai l'impression que tu vois arriver quelque chose, ou tu pressens que quelque chose va arriver chez nous, qui vient d'Asie. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va changer ? De quoi on doit s'inspirer qui vient d'Asie ? Et pourquoi, finalement, à titre d'exemple, le live shopping ne semble pas prendre en France comme il prend en Asie ? Alors, très bonne question, et c'est vrai que ça a été une des grandes interrogations qu'on a eues sur les années 2021. On a lancé les premiers live shopping en Europe, qui ont d'ailleurs eu un succès d'estime. On l'avait lancé avec Lena Situation, on a eu rupture de stock, on a eu des centaines de milliers de connexions en live pendant le live shopping. Donc, il y a eu quand même une attraction. Et pour moi, la raison principale, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour moi, la raison principale de la réussite des live shopping en Asie, c'est le côté seamless. On revient encore à ce côté seamless, un peu comme Gaia Suite, c'est-à-dire c'est un back-office seamless. Et là, sans couture, il n'y a pas de problème. Sans couture, pardon. Et pour le live shopping en Asie, si on prend le live shopping de Tmall ou de Douyin, qui est le TikTok chinois, le nom de TikTok en Chine, Douyin, tout est compact. C'est-à-dire vous avez la vidéo du live avec les produits qui s'affichent, avec les informations et les commentaires qui s'affichent, avec le prix et la régulation et le paiement qui est en live sur la même plateforme. Nous, quand on a essayé de le faire en Europe, tout était déconnecté. On n'avait pas les plateformes, l'équivalent des plateformes chinoises. Même les plateformes qui étaient les plus avancées, Instagram et autres, n'avaient pas toutes les briques connectées pour pouvoir le faire efficacement. Alors peut-être maintenant ça va changer. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire des progrès et puis après ils sont passés à d'autres priorités. Mais je pense que c'est des choses qui vont arriver. Alors ça va arriver peut-être sous d'autres formes, ça va arriver dans quelques années quand peut-être l'inflation sera derrière nous et que les gens vont retrouver un peu goût aux achats un peu effrénés, mais je ne vois pas pourquoi ça marcherait autant et ça devienne un véritable phénomène de société en Chine et que ça ne le soit pas à minima en Europe. Or aujourd'hui, en Occident, aujourd'hui on ne l'a pas, quasiment pas. Il n'y a pas une histoire de culture ? Peut-être qu'il y a une culture, mais TikTok a bien marché en Occident de la même façon qu'il a marché en Asie. Oui, mais TikTok, typiquement, ne déploie pas ce qu'il déploie en Chine, voilà, par contre, en Europe, exactement. Enfin, en Occident. Là, typiquement, TikTok a exactement les mêmes sources logicielles, mais il n'a pas activé. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour des raisons stratégiques ? Est-ce que parce que des raisons réglementaires ? Je pense que le paiement est très réglementé encore en Europe, en Occident, donc ils ne peuvent pas faire le paiement aussi facilement qu'ils peuvent le faire en Chine. Mais ça montre aussi cette volonté des autorités asiatiques, particulièrement chinoises, de vraiment se faciliter les choses pour pouvoir construire des plateformes très puissantes et qui agrègent tous les flux.
Alors après, aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui viennent, ils sont en train de réguler ou de changer un peu les choses, mais ils ont donné cette puissance et cette taille critique qui permet aussi d'expérimenter et de tester des nouveaux usages, des nouveaux parcours clients et de créer des vrais liens. Quand vous allez en Chine, vous voyez toutes les mamans, elles sont dans leur cuisine, enfin maman, grand-mère, avec leurs copines en train de faire du shopping ensemble. Du social selling, du social life shopping, et de se regrouper pour pouvoir acheter. Et c'est à la fois du copinage, des discussions, et ils ont quelqu'un qui est en train de leur vendre le produit, et elles se mettent ensemble pour l'acheter ou pour avoir des discounts spécifiques. Alors, peut-être que c'est un peu culturel, mais c'est leur technologie qui leur permet de faire ça. Et tu penses que cette technologie va se démocratiser en Europe et que la Gen Z en Europe va adopter les comportements d'achat de la même façon que celle d'Asie ? Je ne vois pas pourquoi elle ne le fera pas. Alors après, ça prend peut-être plus de temps à évoluer, mais les jeunes aiment les mêmes choses, ils aiment être et surtout, c'est la particularité des Gen Z, ils aiment être en communauté. Ils ont des combats à avoir ensemble, ils aiment partager. On voit comment ils se regroupent dans les réseaux sociaux, dans les petites communautés, dans le gaming, on le voit énormément. Toutes les communautés de gamers, ils aiment bien être ensemble et partager des awards, partager des tips, partager des coupons. Et c'est quelque chose qui est presque fondatrice de la mentalité des jeunes. Donc se regrouper pour faire des achats en commun, vivre des expériences de live qui sont un YouTuber qui fait une opération live avec des ventes en direct, avec c'est leur communauté ou les communautés des gens qui interviennent pour pouvoir acheter. Je vois pas ça choquant. Enfin, ça fait partie pratiquement de leur culture, et il y a juste une étape à franchir. Il y a déjà tous les ingrédients qui sont là. Ils sont juste pas rassemblés. On n'a pas la recette encore. Est-ce que c'est difficile de ne pas en parler parce que ça fait partie des changements de consommation qu'on observe depuis quelques années et qui a été amplifié par le Covid, la seconde main sur les produits de luxe, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu parlais de plateforme, par exemple Vestiaire Collective est une plateforme française. On peut dire qu'elle est tech quand même. Oui, bien sûr. Oui. Très belle aventure entrepreneuriale. Est-ce que c'est quelque chose qui est typiquement occidental, ce comportement d'achat ? Est-ce que finalement la seconde main fonctionne aussi en Asie ? Et toi, à côté Monnier, comment tu perçois les choses sur la seconde main ? Le second main marche très très bien en Asie. Enfin, peut-être que ça a changé depuis quelques temps, mais à ma connaissance, Tmall, il a créé sa plateforme de second-hand, et il y a de plus en plus de plateformes de second-hand qui marchent très bien. Après, est-ce que c'est de la même amplification que l'Europe ou l'Amérique ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais pour moi, il y a un paradoxe dans Second Hand. C'est-à-dire, aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Riffland, qui est connecté à de nombreuses plateformes de second-hand. Donc, on a mis en place des programmes aussi pour nos clients pour leur permettre de vendre leurs sacs qu'ils ont achetés il y a quelques saisons. Et en contrepartie, ils ont un bon d'achat plus un petit quelque chose pour pouvoir les initier à remettre dans le circuit. Et on a poussé cette solution. Tous les jeunes, toutes nos communautés trouvaient ça très bien. Mais finalement, ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors on se pose la question, peut-être la technologie n'était pas suffisamment fluide, peut-être qu'on n'a pas communiqué suffisamment, peut-être le Words n'était pas suffisant. Mais il y a un paradoxe, je trouve aussi encore, quand ils achètent un produit de luxe, pour le moment, ils préfèrent l'acheter chez nous, mais pas venir remettre un produit. Alors, peut-être qu'on n'a pas le bon service là-dessus, mais à côté, ils vont chez Vestiaire Collective ou ils vont chez d'autres plateformes pour le faire. Ouais, c'est alors, ça. Peut-être que ça s'est segmenté dans leur tête pour pouvoir... et ils trouvent que le Word peut-être n'est pas suffisant, ou ils vont vendre beaucoup plus cher sur Vestiaire Collective. Ok. Mais c'est une réalité. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu et qui n'est pas un effet de mode. Voilà. C'est une réalité.
Dernière question concernant finalement tes clients. C'est plutôt des clientes ? 70% des clientes. Alors très curieusement, on parle beaucoup dans l'univers Gen Z de genderless. Et en fait, on n'avait pas encore développé toutes les technologies pour pouvoir vraiment identifier nos consommateurs de manière très précise. Et à un moment, on a été surpris quand on a eu les outils nécessaires de découvrir que 30% de nos clients étaient des hommes. Et on s'est dit, mais peut-être qu'ils achètent pour leur copine ou pour leur maman, ou on ne sait pas. Et en fait, on a découvert que la réalité du genderless, en fait, c'était des consommateurs hommes qui achetaient nos produits qui étaient soit genderless, soit féminins. Okay. Et après, on a ouvert évidemment la partie homme. Donc, on a aujourd'hui 30% de nos clients qui sont hommes qui achètent aussi bien de l'homme que des produits genderless. Derrière cette question, il y a celle de l'acquisition. Comment tu fais ton acquisition et est-ce que tu l'as fait de la même façon sur tous les territoires ? Non, bien sûr que non. Donc on a développé beaucoup d'outils pour s'assurer d'acheter un client au juste prix. Pour ne pas dire pas cher, mais au juste prix. Je trouve qu'en plus, ce qui est assez curieux et intéressant, c'est qu'aujourd'hui que beaucoup de marques commencent à prendre conscience de l'importance du digital, dans leur scale, dans leur stratégie, ils vont tous enrichir le même portefeuille qui est Google. Donc, ils vont commencer à acheter de plus en plus le client cher. Et donc, ça fait augmenter évidemment les enchères pour tout le monde. Donc, et pour eux, et pour nous, et pour tout le monde. Donc là, heureusement, on a quelques années d'avance. On a développé des algorithmes, on a développé des techniques pour pouvoir aller trouver le client beaucoup moins cher et le rendre rentable plus efficacement. Et bien sûr, c'est notre secret sauce. On ne va pas la dévoiler. On la garde pour garder une compétitivité. Et évidemment, le client, aujourd'hui, on va dire un retailer, nos clients sont importants, acquérir des clients. Mais si demain, j'ai des clients coréens qui sont moins chers que des clients français, je vais privilégier les clients coréens. On est là aussi pour gagner de l'argent, donc je vais chercher là où je vais gagner le plus de marge. Ce qui paraît logique. Ça me fait penser à une chose. Tous les produits sont expédiés depuis la France ? Oui, on a à Troyes. Voilà, on a une logistique à Troyes et on réfléchit à développer une deuxième warehouse. Mais pour le moment, avec la situation actuelle, on est extrêmement prudent. Donc, on laisse ce genre de projet pour dans quelques semestres. Bon, écoute, Dia, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un super tour merci. de ton parcours de Monnier. Merci d'avoir partagé avec autant de détails ta vision et tes analyses, de nous avoir présenté Monnier dans sa version 2025, on y est presque. Bravo pour tout ça. Merci à tous les auditeurs, chers auditeurs, merci pour votre fidélité et les messages que vous me faites parvenir me touchent toujours. Vous pouvez bien sûr continuer à le faire pour faire progresser le podcast. Merci au One to One Retail e-commerce de Monaco pour le soutien apporté à cet épisode. Dia, si on veut rentrer en contact avec toi, c'est quoi, LinkedIn qui est le meilleur ? LinkedIn, c'est le meilleur. Rapide. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était très agréable en tout cas d'avoir Dia, cette je te dis à très session. bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.